Mon intervention de ce soir n'aura pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est juste pour donner une information, pour que chacun de nous, à partir du choix que nous avons fait d'appartenir à ce mouvement qui s'appelle le CRI panafricain, que chacun de nous puisse s'exprimer sur l'idéologie, ne serait-ce que ça, de notre mouvement. Le panafricanisme a été le fruit d'un long processus. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on ne peut pas dire qu'on a fini avec le panafricanisme. Parce qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on résiste au sein d'un mouvement qui lui-même est imbriqué, si on ne l'a pas encore compris, c'est déjà imbriqué dans l'histoire de notre continent. C'est cette imbrication que je veux montrer. Et je veux montrer aussi que si ce combat de la résistance continue depuis 200 ans, si ce combat qui a commencé depuis 200 ans n'a pas abouti, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on a oubliées. Et si nous, aujourd'hui, nous portons le flambeau du panafricanisme, il faudrait qu'on prenne le temps nécessaire d'analyser objectivement ce qui n'a pas fonctionné avant. Comment se fait-il que ce combat qui a commencé depuis le temps de l'esclavage continue encore aujourd'hui? Voilà les questions qu'on peut se poser. Le panafricanisme que nous défendons aujourd'hui, vous allez voir que c'est au moment où les Africains ont commencé à se sentir opprimés, bafoués dans leurs droits les plus élémentaux. Les Africains de la diaspora ont compris qu'eux pouvaient aussi aspirer à une certaine liberté, mais ce n'est pas seulement la liberté, le fait de vivre dans un continent qui était le leur, où personne ne pouvait leur dire ce qu'ils devraient faire, où personne n'allait leur montrer s'ils étaient inférieurs ou supérieurs. C'est à ce moment-là que va naître le panafricanisme. Alors, parler du CRI panafricain et se poser la question, quel panafricanisme pour notre mouvement? Il faut connaître les débuts du panafricanisme. D'accord? Connaître les débuts du panafricanisme, connaître les premiers mouvements, les premiers courants panafricanistes. Quels ont été les premiers animateurs des courants panafricanistes? Il faut aussi, pour mieux répondre à notre question, analyser ce qui s'est passé, comme je disais, pour en tirer la scène, qui est toujours d'actualité, pour se positionner nous-mêmes dans la résistance que nous voulons faire. Contrairement à ce qui pourrait être défendu, je vous le dis tout de suite, le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Même si ça s'appelle panafricanisme, ce n'est pas chez nous que c'est né, c'est dans la diaspora africaine, dans les Caraïbes et en Amérique. Vous voyez? C'est vrai que si on ne le sait pas, on va dire oh, le panafricanisme, c'était les Kwame Nkrumah. Non, mais avant les Kwame Nkrumah, il y avait des gens qui avaient déjà défendu dans des positions différentes, dans des contextes différents. Il y avait des gens qui avaient déjà défendu le panafricanisme. Et ceux-là, c'était les descendants d'esclaves. Après comment on appelle ça, la fin de l'esclavage, et même bien après, bien avant, au Brésil, il y a des Noirs qui se sont regroupés, révoltés, et ils se sont réfugiés dans un petit État qu'ils ont appelé la République de Palmares. Cette république, si vous voulez, a été cette petite république constituée par des Noirs. C'était la première fois qu'on voyait une république constituée par des Noirs et des Noirs esclaves. Donc, cela va aussi faire tache d'huile. Les gens vont se dire, mais enfin,
au fond, on n'est pas né pour être esclave. Nous aussi, on peut essayer de structurer notre petit monde où on va s'autogérer. Donc, du XVIIe au XVIIIe siècle, il y a eu cette petite république de Palmares au Brésil. Mais il y a aussi eu un fait qui a été révélateur. Vous avez tous appris l'histoire de Toussaint Louverture et des Salines, hein, en Haïti. Eux aussi, de leur côté, nous ont montré qu'on pouvait être noir et se mettre dans un pays, former une république. Si vous voulez, le départ du panafricanisme, ce sont ces deux exemples. Ce qui a inspiré vraiment le panafricanisme, ce sont ces exemples-là. On parle de gens qui ont subi l'esclavage dans sa formule ou dans sa forme la plus extrême. Et ils voient qu'ils sont capables de se libérer. Non seulement ils peuvent se libérer de l'oppression, de l'infériorisation qu'on leur a montrée, mais en même temps, ils se disent, même si on est libre, quelque part, il faut qu'on arrive à s'organiser en pays. À l'époque, eux ne voyaient même pas des pays comme petits États. Ils voyaient surtout leur liberté à travers le retour à leur terre d'origine, l'Afrique. Voilà ce qui a été le détonateur de l'idéologie panafricaniste. C'est fort de ces expériences que certains fils d'esclaves, descendants d'esclaves, etc., vont commencer à réfléchir à une idéologie, puisque de toute façon, là, on est dans la phase où il y a eu l'abolition de l'esclavage. Ils se sont dit comment faire pour ne plus que cela arrive, comment faire pour que les Noirs se prennent en charge, comment faire pour que désormais chaque Noir soit un être égal à un autre être. Donc, pour tout vous dire, au départ, le panafricanisme, c'était un mouvement d'émancipation, mais un mouvement d'émancipation raciale. Vous voyez, on sort de l'esclavage, c'est un mouvement qui va permettre dans un premier temps aux Noirs de se considérer comme des êtres humains, par eux-mêmes d'abord. Et puis, dans cette émancipation, ils vont montrer que de là d'où ils viennent, ils ont des richesses. Ils vont aussi chercher à valoriser leur culture noire. Vous voyez, le premier panafricanisme, c'était ça. La lutte n'était pas une lutte politique. C'était juste pour montrer qu'on est noir. Même si on a souffert, on a d'où on vient. Et de là d'où on vient, il y a ce que nous aimons. Et ce panafricanisme, c'était à la fois une façon d'exister, mais c'était aussi une façon de servir de lien entre leur continent et les frères qu'ils ont laissés de l'autre côté. Ça servait aussi de lien entre ceux qui sont de l'autre côté et leurs frères d'Afrique. Ce premier mouvement noir, je vais vous le dire, va exister jusque dans les années 1900. Ce mouvement, il a existé, mais sans nom. C'est-à-dire qu'il y avait l'émancipation, bon, on savait que c'était un mouvement d'émancipation, mais il n'y avait pas de nom. C'est seulement à partir de 1900 que les intellos du coin, les idéologues, réunis à Londres. Pourquoi Londres? Londres parce que, je vous disais, tout à l'heure j'avais donné une date qui est très significative dans l'histoire du monde, c'est qu'en 1885, l'Afrique, dont les Européens, enfin les Noirs de la diaspora, que l'Afrique qu'ils voyaient comme leur terre de retour, malheureusement, vient d'être morcelée. Vous voyez, ce n'est plus le bloc qu'ils rêvaient de retrouver, mais ça a été balkanisé comme ça entre des pays occidentaux. Donc, ils retrouvent un peu ce qu'ils cherchaient à fuir de l'autre côté. Ils étaient sous oppression, ils étaient, ils étaient dominés. Et puis là, tout d'un coup, en 1800, la terre, la mère patrie à laquelle ils voulaient revenir,
ce continent-là est devenu un continent qui appartient, encore une fois, aux Européens. Ça a été balkanisé. Il va avoir à Londres une exposition coloniale. Le mot signifie ce que ça veut dire, l'exposition coloniale, etc. Ça veut dire quoi? J'imagine un peu, c'est peut-être pour aller exposer un peu les pygmées qu'on a ramenés de l'Afrique équatoriale, montrer un peu les richesses qu'on a pillées, ça et là. Bon, les mots sont forts, mais j'imagine un peu l'ambiance de l'époque. Or, ces intellectuels qui travaillent sur le panafricanisme, sur l'émancipation, il y en a beaucoup qui étaient assez influents. Et puis l'idéologie a évolué. Ils voulaient de toute façon, on avait cassé un de leurs rêves, celui de retrouver leur Afrique unie. Donc eux avaient vraiment envie de s'exprimer. À ce moment-là, en 1900, ils se retrouvent à Londres et ils forment ce qu'on va appeler le panafricanisme. C'est seulement en 1900 que ce mouvement noir qui est né, plus de 150 ans plus tôt, c'est en 1900 qu'on aura la première appellation panafricanisme. Alors, les pères fondateurs de ce mouvement, si je me retrouve dans mes documents, les pères fondateurs sont, je donne les noms, parce que bon, c'est ceux que je connais, Henry Sylvester Williams. C'est cet avocat noir citoyen britannique qui a été à l'origine de la conférence parce que justement il voulait faire quelque chose pour boycotter un peu ce qui se faisait du côté des Blancs. L'exposition coloniale était là, donc nous il fallait qu'on vienne dire, écoutez, vous faites votre truc, mais nous on veut protester contre l'accaparement des terres, les terres africaines par les Occidentaux. Je vous disais que l'Afrique venait d'être partagée entre les Européens. Donc, ils voulaient récupérer ce qu'on leur a pris. Il y avait donc, parmi les pères fondateurs, ce Henry Sylvester Williams. Il y avait aussi un homme politique, intellectuel haïtien, pour dire que les Haïtiens ont été très influents dans ce genre de choses, les Caraïbéens surtout. Un Haïtien qui s'appelle Joseph Antenor Firmin. Voilà. Il y a eu aussi un autre monsieur qui est né dans les Caraïbes, comme je vous disais tout à l'heure. C'est dans les Caraïbes et en Amérique que le panafricanisme est né. Il y a eu Edward Vilmot Blyden. Alors, lui, son cas, il faut le souligner, c'est un monsieur qui est né dans les Caraïbes, mais puisque en 1848, par là, on a ramassé les Noirs, on leur a créé le Libéria, etc., la Sierra Leone, lui, il a suivi le mouvement, donc il a vécu, il est venu vivre. Parce que je vous disais aussi que leur truc, c'est le retour à la mère patrie. Ils en rêvaient. Donc lui, il est venu vivre en Afrique. Et c'est à ce moment-là que les Africains ont commencé à prendre conscience que ce mouvement a commencé à germer aussi sur le continent africain. Donc voilà en gros les toutes premières phases du panafricanisme. Le premier nom panafricanisme a été prononcé en 1900, pas avant. Mais le mouvement en lui-même existait bien avant. Il faut savoir une chose. Le XXe siècle, donc en 1900 commence le XXe siècle. Le XXe siècle a été prolifique en courant panafricaniste. Mais s'il y a eu tant de courants panafricanistes, s'il y a eu tant de congrès panafricanistes, comment nous, au XXIe siècle, on est encore en train de parler du panafricanisme, de résistance panafricaniste? Je crois que c'est la question qui doit nous tarauder. Et si nous réclamons du panafricanisme, je vous assure, il ne faut pas qu'on prenne ça comme un jeu. Il faut qu'on réfléchisse. C'est peut-être par nous que ça va aboutir. Mais pour que ça aboutisse, il faut qu'on comprenne vraiment ce qui n'a pas marché. Parce qu'il y a trop longtemps que ça dure. Alors, les congrès à l'époque, mais il y en a eu. Est-ce que vous savez que ce sont ces panafricanistes qui ont entraîné les indépendances dans nos pays, dans les ex-colonies? C'est le combat des panafricanistes qui a entraîné les indépendances. Donc, comment se fait-il que les indépendances ont suivi et que le panafricanisme est toujours d'actualité? Donc, je vous disais tout à l'heure que
du XXe siècle a été prolifique. Les congrès, on ne peut même pas les compter. On ne peut même pas retenir les dates. Ça commence ici, ça va là, il y en a en Afrique, il y en a aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Allemagne, en France, en Angleterre, il y en a eu durant tout le XXe siècle. Autant de congrès que de courants panafricanistes. Il y en a eu. Mais on va s'arrêter sur un monsieur, le cas d'un monsieur, que beaucoup de jeunes connaissent. Parce que son implication, en fait, son action panafricaniste a déteint, si vous voulez, si vous me permettez cette expression, sur un mouvement culturel connu, les Rastafari. Vous connaissez ce mouvement? Est-ce que vous savez, voilà, quand je vous dis qu'il faut qu'on parle panafricanisme, il faut qu'on sache tous ces trucs-là. Hein? Il faut qu'on sache que le Rastafari de Bob Marley est une idéologie, est une branche du panafricanisme. Le saviez-vous? Pour ceux qui le savent. Vous savez? Voilà. Et cela, j'en parle avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai qu'il n'a pas chanté Bob Marley. Man to man, so I'm just children. États-Unis, I don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Non! Bob Marley, c'est vrai, on rigole. Mais Bob Marley, c'était toute une philosophie. Et cette philosophie, c'est une philosophie panafricaniste. Il n'est plus là. Les mots de Bob Marley sont restés, les paroles sont là. Mais il faudrait qu'on puisse les inscrire aussi dans le panafricanisme que nous défendons. Bien sûr, celui qui les a initiés, excusez-moi, bon, la beauté fait que, bon, hein, l'élégance, on s'empare de je ne sais quoi. Soyez indulgents. C'est vrai que celui qui a imprégné le panafricanisme de Bob Marley, celui que nous connaissons tous, pour ceux qui ont aimé Bob Marley, Marcus Garvey. Il a marqué son temps, celui-là. Il a marqué son temps parce que le Marcus Garvey, il ne s'est pas contenté de théoriser, hein, de s'asseoir dans son coin pour dire, bon, moi je suis philosophe, voilà ce qu'il faut faire. Parce que pour beaucoup, c'était ça. On se met ensemble et puis on réfléchit. On théorise, on conceptualise, mais dans l'action, qu'est-ce qu'on fait? Oh, Marcus, il était assez... Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y en a qui se réclament de Marcus, et ils sont violents. Marcus était un peu... il était un peu excentrique, on va dire. Il avait à peine 30 ans. Il s'est dit, oui, puisque le panafricanisme prône le retour à l'Afrique, le lien avec l'Afrique, voilà ce que moi, Marcus, je veux faire. Il dit, puisqu'il faut partir, il a mis des bateaux. Il a acheté des bateaux et puis il a construit une société maritime pour que les frères de la diaspora puissent venir au pays. Et lui, son action, ce n'était pas que le retour, mais il s'est dit aussi que quelque part, si nous, on veut être vraiment libre, il faut qu'on ait les moyens économiques, les moyens industriels pour notre réelle liberté. Et c'est vrai que quand ils se sont rendus compte que ce petit-là était capable d'ouvrir des portes à leurs frères, aux Noirs de la diaspora et leurs frères d'Afrique, les gens ont commencé à se méfier. Ils ont compris que les Africains étaient capables réellement de prendre leur destin en main. Donc, c'est vrai, on peut parler de l'excentrisme de Marcus Garvey, mais c'est l'un de ceux qui sont passés de la théorie à la pratique de ce qu'il disait. Bob Marley a été imprégné, le Rastafari a été imprégné de la philosophie de ce Marcus Garvey. Quand il disait
que oui, les Noirs doivent se tourner vers un roi noir, qu'est-ce qu'ils ont fait les Rastafari? Ils ont dit, en Éthiopie, il y a Haïlé Sélassié. C'est un roi noir. Et ça a une explication. Pourquoi Haïlé Sélassié? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'Éthiopie reste quand même une des nations africaines qui a subi la moindre domination impériale, coloniale. Donc c'est un peu comme si c'était le noyau originel que recherchait en Afrique. Voilà comment Haïlé Sélassié est devenu l'emblème du Rastafari. D'accord? Donc tout ça, ça contribue au panafricanisme. Le panafricanisme, c'est pas nous, c'est pas aujourd'hui, ça vient de loin. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je tenais à faire un petit clin d'œil à Bob Marley, à ce qui nous a... voilà, nous, notre génération a vécu, voilà, Bob Marley, mais combien sommes-nous à avoir compris, en dehors de cette musique qui nous emportait, combien avaient réellement compris que c'était vraiment pour que l'Afrique se retrouve? Pas beaucoup. Bob Marley était panafricaniste parce que sa philosophie a été imprégnée par Marcus Garvey, qui est un panafricaniste parmi les plus influents du début du XXe siècle. Après les deux guerres, le monde se divise en deux blocs. Les communistes d'un côté et puis les capitalistes de l'autre. Merci. À ce moment-là, parce que ça nous concerne, parce que c'est là où nos pères fondateurs de nos pays ont aussi choisi leur camp. Et c'est peut-être les conséquences de ces choix que nous vivons encore aujourd'hui. Ça, il faut absolument le savoir. Donc, à ce moment-là, les panafricanistes aussi vont chacun choisir le parapluie derrière lequel il va s'abriter. En Afrique, on va voir deux camps s'opposer dans le panafricanisme. Il y a un panafricanisme qui va s'appeler le panafricanisme maximaliste. Pour moi, c'est important que chacun de nous sache tout ça. On n'a pas besoin de thèses compliquées. Non, on a juste besoin de prendre l'essentiel pour que chacun le sache. À partir de là, nous pouvons, je pense, si nous analysons bien ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons énormément apporter au panafricanisme. Donc, je disais que les deux blocs se sont constitués. Maximaliste, révolutionnaire, progressiste, léniniste, marxiste d'un côté, minimaliste, copain des colons d'un côté, on ne va pas s'étaler sur leur... voilà. Et puis, figurez-vous qu'ils vont s'affronter. Et c'est cet affrontement qui a causé l'échec dans lequel nous nous trouvons. Bloc maximaliste, progressiste, on connaît les idéologues. On connaît les idéologues. En Afrique, le plus connu, c'est Kwame Nkrumah. Que voulait Nkrumah? On va faire un peu d'histoire. Je crois que chacun de nous s'en souvient. Que voulait Nkrumah? Les États-Unis. L'Afrique, les États-Unis d'Afrique. L'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit se doter de constitutions fortes. L'Afrique doit aller dans le même sens. Voilà, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est loin de ce que nous on cherche aujourd'hui? Peut-être que la formule est anachronique pour certains domaines. Mais l'union de l'Afrique, même si ce n'est pas la même vision que Kwame Nkrumah, c'est bien ce que nous recherchons, dans un autre sens. Vous voyez? Et ce qui me fait mal, c'est que 60 ans après les Nkrumah, on est encore en train de reprendre ce qu'eux, ils ont dit, qui auraient pu, à l'époque, nous apporter des choses, mais qui ont été combattues. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ils ont été combattus, les Nkrumah ont été combattus. Par qui a été le plus combattu Nkrumah? Par Félix Houphouët-Boigny, le même. Vous voyez? Et où est-ce que les choses se sont passées? Hein? Où est-ce que les choses se sont passées en Côte d'Ivoire qui ont révolté tout le monde? Dans le pays de Houphouët-Boigny. Ça veut dire que Nkrumah avait compris
ce qui se passait, que notre président, nous, n'avait rien compris. Vous voyez? Donc, pour être plus clair, je vais mettre en exergue les objectifs du panafricanisme, parce que je pense que dans nos prises de parole, c'est ça qui va vous aider. Je vais mettre en exergue les objectifs du panafricanisme. Qu'est-ce que voulait Nkrumah? Nkrumah voulait briser les chaînes coloniales, mes frères. Hein? Il voulait briser les chaînes coloniales. Vous allez voir tout à l'heure à quel point cette métaphore de chaîne est aussi d'actualité. Briser les chaînes coloniales. Voilà aussi ce que nous avons choisi nous-mêmes. Le point levé avec les chaînes qui se brisent. Comme Nkrumah. Voilà, c'est vrai. Comme Nkrumah l'avait comme objectif. Est-ce que 60 ans après, ça s'est passé? On dit que nos pays sont indépendants, mais les chaînes sont toujours là. Et j'adore cette métaphore du mot chaîne. Parce que même s'il n'y a plus de chaîne à nos poignets d'hommes noirs, parce que ce n'est plus l'homme noir qui est visé, c'est notre continent qui est visé. Vous voyez la différence? Parce que au temps des premiers panafricanistes, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, c'était briser les chaînes pour que l'homme noir soit l'égal de l'homme blanc, en parenthèse. Donc, ces chaînes-là, effectivement, ont été brisées. Il n'y a plus d'esclavage. Est-ce qu'on est pour autant aussi indépendant et libre? Non. Voilà. Donc, j'adore cette métaphore de chaîne. Parce que s'il n'y a plus de chaîne, les réseaux, eux, ils existent. Et chaîne égale réseau. Vous voyez la différence? Le mot chaîne est synonyme du mot réseau. Et ces réseaux-là, on les a encore. Donc, on ne les a pas encore brisés. Briser les chaînes coloniales. Premier objectif. Mettre fin, écoutez bien, hein, Nkrumah le disait dans les années 50, mettre fin à la domination politique de l'Occident sur l'Afrique. Dans les années 50. Troisième objectif, fonder les États-Unis d'Afrique pour permettre au continent de se recomposer comme il était avant sa balkanisation. Donc voilà, on a morcelé le pays et ils se sont dit, il vaut mieux qu'il y ait un groupe. Allez, ce bloc-là, il faut qu'on le retrouve. Aujourd'hui, moi je préfère dire que c'est anachronique. Ce n'est plus possible. On ne peut plus, comme on a existé, on ne peut plus revenir. Non, ce serait vraiment une grosse erreur de prôner ce genre de choses. L'Afrique va s'unir, mais autrement que dans cet esprit-là. Mais l'union reste toujours d'actualité. Et puis, ils ont voulu une Afrique sans frontières. On peut aussi adapter à notre situation une Afrique sans frontières. C'est une Afrique qui parle le même langage. Tout simplement, ça peut être ça. Voilà. Une Afrique sans frontières. En clair, ces progressistes, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient une Afrique libre, indépendante, mais unie politiquement, économiquement et militairement. Voilà ce qu'ils souhaitaient. Et ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, 65 ans après, c'est exactement la même chose. Il y a une phrase que j'ai relevée dans mes recherches que je voudrais vous livrer parce qu'elle me semble essentielle dans nos interventions. C'est que Nkrumah disait aussi à l'époque, et il a bien reconnu, que même si eux voulaient une Afrique sans frontières, une Afrique unie, il fallait que chaque pays, quand même, se dote de bases nationales fortes pour que le panafricanisme ne reste jamais, pour que le panafricanisme soit viable, il faut que chaque pays se dote de bases solides. Vous voyez, même au moment où ils voulaient que ce soit un bloc, ils se sont dit, chaque entité doit avoir des bases solides pour que ce panafricanisme vive. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre ensemble comme ça, mais avant de tout mettre ensemble, il faut avoir solidifié, voilà, chaque pays. L'État-nation doit exister en tant qu'étape nécessaire à la réalisation de l'unification du continent. Vous voyez? J'adore ce travail.
Je la donne dans la mesure où il nous ouvre et il nous donne envie d'y aller. Parce que je pense que nous, on peut comprendre ce que nos aînés n'ont pas voulu comprendre. C'est peut-être ambitieux, c'est peut-être prétentieux, mais qui dit que ce n'est pas nous, au XXe siècle, qui allons dénouer les choses? Au XXIe siècle. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. L'échec de ce que voulait ce groupe-là vient du fait que, en face, donc les colons, les colonisateurs, comme on voudra les appeler, eux avaient leurs intérêts. Sur le continent, il fallait qu'ils protègent leurs intérêts. Par qui ils allaient passer pour protéger leurs intérêts? Par les minimalistes. Les minimalistes qui, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient qu'on reste comme c'était. Non! Chaque pays maintenant égale chaque pays. Tu es Côte d'Ivoire, tu restes Côte d'Ivoire. Burkina Faso reste là-bas. Haute-Volta, reste là-bas. Mali, à l'époque même c'était Soudan, je ne sais même pas. Restez dans vos petits coins. On garde les frontières comme elles sont. Chacun va développer son pays. Mais à la rigueur, on pourrait, voilà, établir des liens commerciaux, essayer d'établir une sorte de coopération pour faire de l'intégration, etc. Mais ce n'est rien d'autre que le langage des grandes puissances. C'est une façon de dire, oui, vous êtes Ghana, vous restez dans votre bloc Commonwealth, ce que vous voulez, mais nous, à la fin, le dernier mot nous appartient. Et nos présidents, là, sont tombés dedans. Plouf. Dans ce piège, ils sont tombés. Ils sont tombés dans ce piège sans prendre de recul. Et ils sont devenus des farouches opposants des progressistes. Voilà comment l'Afrique n'a pas avancé. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. Hein? Ce sont ces deux blocs minimalistes d'Houphouët-Boigny, composés des gens que nous connaissons, hein? Senghor. Vous croyez que Senghor a dit non, 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 non. Non, Senghor, Houphouët-Boigny, David Dako de Centrafrique, Oubari, Jean-Claude Bangui à l'époque, ou Chari Bangou. Je ne sais même pas comment on appelait ce pays à l'époque. Ou Bangui Chari. Et puis, c'est comme ça que l'Afrique n'a pas bougé. On peut dire que Houphouët a développé son pays. Mais dans quelles conditions il a développé le pays? Il a développé le pays en laissant la porte ouverte à ceux qui allaient, voilà, aux prédateurs. Si nous subissons ce que nous subissons, c'est parce que les vrais, je veux dire l'amour, le vrai amour visionnaire d'un père, de père d'une nation, n'a pas, voilà, ne s'est pas opéré en Côte d'Ivoire, par exemple. Ça ne s'est pas opéré en Côte d'Ivoire. Quand on parle de panafricanisme, les frères, sachons que nous sommes vraiment très impliqués et que dans notre histoire, nous, on nous a déjà exposés à ce combat. Voilà. Notre histoire nous a exposés à cette résistance. Les choix qui ont été faits nous ont exposés à cette résistance. Le groupe minimaliste, le chèque des progressistes vient de ce groupe qui s'est constitué pour combattre le groupe d'en face, qui voulait faire beaucoup de choses pour l'Afrique. Alors, il faut savoir aussi, et ça je voulais le signaler, c'est que les Houphouët-Boigny, les Senghor, l'abbé Fulbert Youlou, celui-là du Congo, vous vous en souvenez, Amani Diori du Niger, David Dako, Centrafrique, ex-Oubangui Chari. Les voilà, hein. Je ne les appelle pas les traîtres, ils vont se définir eux-mêmes de là où ils se trouvent aujourd'hui. Moi, c'est pas moi. Leur objectif, c'était agir contrairement à ce que faisaient les autres. Nous, on va seulement, alors ils vont essayer d'arrondir les angles, on va sauvegarder les souverainetés. Mais comment on peut sauvegarder les souverainetés si, voilà, on ne prend pas les dispositions de quelque chose de radical? Voilà, c'est pas radical. On va sauvegarder les souverainetés, on va maintenir les frontières. Les colons ne demandaient que ça, c'était leur œuvre. Vous voulez maintenir, eh bien on va dans le sens. Ça ne pose aucun problème. Nous, on veut que les choses soient comme ça. Et puis,
alors chaque pays devra s'atteler à développer son pays. D'ailleurs, notre président, nous, aimait à le dire. Ou même nous, quand on pouvait comprendre les discours du Houphouët-Boigny, il le disait. Hein. Vous, parmi vous, il y a beaucoup de jeunes, mais Houphouët aimait à dire qu'il avait développé son pays. C'est-à-dire qu'il se complaisait dans ce truc. Il se comparait à Sékou Touré qui avait échoué parce qu'il avait choisi l'autre camp, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, Sékou Touré a plus sous son sol que nous, parce que chez nous, tout a été pillé. Oui. Que chez Sékou Touré, il y a encore des choses à prendre. Alors, donc, il faut savoir aussi que cette interprétation minimaliste du panafricanisme, c'est ce qui a été fondateur de l'organisation de l'unité africaine. Vous voyez tous ces organes qui n'ont jamais fait à rien, qui sont là, mais qui ne nous défendent pas. Voilà. Oui, mais c'est ça, mais c'est de l'Union africaine, de l'OUA qu'est née l'Union africaine. Alors l'Union africaine, il n'y a rien de visible. Parce que ici on dit Union européenne, de l'autre côté il fallait que ça devienne Union africaine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Vous voyez? Donc on n'a pas réussi à être indépendant. Cela dit, il faut savoir que le panafricanisme n'a pas été l'apanage des intellectuels, ni des hommes, des hommes politiques. Le panafricanisme n'a pas été que l'apanage des hommes politiques. Bien au contraire, il y a eu aussi des hommes de lettres qui ont eu des interprétations du panafricanisme. On a entendu parler des négritudes. Ça aussi, c'est une interprétation du panafricanisme. On a entendu parler de l'afrocentrisme. À Cheikh Anta Diop, c'est du panafricanisme. Mais ce sont des interprétations. Voilà des courants qui ont existé, qui ont aussi, voilà, des défenseurs. Il faut les connaître. Voilà donc des éléments qui nous permettent de comprendre un peu le panafricanisme et les courants qui les ont animés tout au long du XXe siècle. Maintenant, mes frères, mes camarades, quel panafricanisme pour notre mouvement? L'analyse, elle est déjà faite. Il suffit de prendre les deux blocs. Ressortir tout simplement ce qui est d'actualité et de nous glisser dans ce qui nous correspond. Concernant les deux blocs, on voit qu'il y a un panafricanisme qui nous parle aujourd'hui encore. Le bloc progressiste. Leurs idées sont d'actualité. Nous connaissons aussi le contexte de la création de notre mouvement. Oui, il ne faut pas se laisser griser par le fait qu'il y a des choses qui existent et qu'on va s'y glisser. Il faut analyser ce qui peut nous aider. Cette analyse-là, elle doit être minutieuse. Parce que ça va diriger notre mouvement. Vous voyez, ça va diriger notre mouvement. Et puis moi, ce que je voudrais aujourd'hui signaler, parce que je l'ai compris, c'est pourquoi, après tant d'années, le panafricanisme n'aboutit pas. Pourquoi? Vous allez voir qu'on aura la solution. Elle est assez simple. Aujourd'hui, nous, ce que nous devons faire, si on veut rappeler un peu ce qui s'est passé dans notre pays. Voilà un pays qu'on dit indépendant, souverain, et puis, élection. D'abord, il est attaqué, on fait des élections, des gens qui s'appellent la communauté internationale, qui viennent imposer un président. Jusque-là. Mais attendez, cette situation-là, elle a été déjà déplorée. Elle a été déjà déplorée. On sait que ça ne devrait plus exister, mais comment se fait-il qu'en 2010, ça a pu exister dans notre pays? La question, elle est claire. Donc, voilà, il faut montrer aussi que je vais revenir aussi à ce qui s'est passé en Libye, parce qu'on parle de panafricanisme, ce n'est pas l'Afrique noire. Voilà la Côte d'Ivoire, un pays souverain qui est attaqué en 2004 par l'ancienne colonie. La Côte d'Ivoire a été attaquée seule par l'ancienne colonie en 2004, par la France. Et puis en 2010, France et communauté internationale, par leur armée, l'ONUCI, etc., attaquent et la CEDEAO attaque la Côte d'Ivoire. Mais en Libye, ça s'est passé pareil. Voilà un pays souverain qui essaie de protéger ses frontières dans une rébellion armée. Et on dit non. Dans ce pays, oui, il a des armes
Donc on va aller soutenir les rebelles. Et on sort tout un arsenal international pour aller liquider le président. Comment est-ce possible? Comment cela est possible? Mais ce que moi j'ai vu, sur enfin, ça va être compliqué. Si je m'engage dans cette phrase-là, ça va être compliqué. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quelquefois, dans notre relation même avec l'Occident, il y a des choses qui nous gênent. Eux, peut-être, ils ne se rendent pas compte, mais ça nous gêne. Regardez cette phrase de François Hollande, parlant du Mali. Non, François Hollande, c'est maintenant. Bon. Non, mais c'est vrai. François Hollande disait une chose que je vais rappeler. François Hollande disait, sur le respect du calendrier électoral, je serai intraitable. Et ça a été le cas. Regardez, vous voyez, si on veut faire du panafricanisme, cherchons vraiment à nous positionner dans notre panafricanisme. Parce que la tâche, elle est énorme. Elle n'est pas finie. Voilà. Je disais donc que ce qui nous a choqué, c'est qu'on a trouvé inconcevable que des pays, dans des pays souverains, on vienne faire la guerre pour des affaires qui ne concernent que nous. Que ce soit pour le côté électoral ou que ce soit du côté de la Libye, ce n'est pas la communauté internationale à venir faire la guerre chez nous. Tout pays souverain a le droit de protéger ses frontières. Et puis, si dans le pays, il y en a qui se soulèvent, le pays a le droit de se protéger. La mer régulière a le droit de protéger. Voilà. La mer régulière libyenne s'est levée contre les rebelles. Quoi de plus normal, puisque ça fait partie de tout ce qu'on a accepté en tant que souveraineté d'un pays. Avant le cas de la Syrie. Hein. Voilà. La Syrie a résisté, on l'a laissé tranquille. Voilà. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, la pauvre Côte d'Ivoire, une affaire électorale. D'abord, il y a une rébellion, on se met du côté des rebelles, et puis, affaire électorale, on va achever le travail. Donc tout ça, voilà, c'est une démagogie, c'est tellement de choses qui ne disent pas leur nom. Basta. Si nous voulons faire panafricanisme pur et dur, moi je pense que le panafricanisme du 21e siècle peut aboutir. Le panafricanisme donc, et là je vais être assez sérieuse, le panafricanisme dont doit se réclamer notre mouvement doit faire la synthèse des points forts que nous avons dégagés depuis le début de cet exposé et les analyser au maximum, pour les intégrer dans nos objectifs et dans nos perspectives politiques. C'est ça. Le CRI panafricain doit donc militer à mettre fin. Et là, voilà, ça fait rigoler. 60 ans plus tard, le CRI panafricain doit militer pour mettre fin à la mainmise politique de certaines puissances coloniales sur les pays africains. Comme disait Nkrumah, c'est aussi simple que ça. Pour les 60 ans, on n'a pas fini. Le CRI panafricain aujourd'hui doit militer aussi pour restaurer la dignité politique de l'Afrique. Dans l'ancien temps, tout à fait au début du panafricanisme, il était question de restaurer la dignité de l'homme noir. Aujourd'hui, comme je vous disais, ce n'est plus l'homme noir qui est visé, c'est notre mère patrie qui est visée. Aujourd'hui, ce serait une erreur pour nous de dire que c'est le noir. Non, ce n'est pas le noir qui n'est pas considéré, c'est notre continent qui est bafoué. Ce sont nos pays, nos territoires qui sont bafoués. Nous, ils savent qu'on est capable de les affronter, de leur dire ce qu'on a à leur dire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a montré qu'elle a son mot à dire. Le peuple ivoirien a pu se lever pour dire non, ce que vous nous avez fait, on ne supporte pas. On ne peut pas l'accepter. Donc l'homme noir s'est libéré. C'est le continent qui doit se libérer. Nuance dans ce que nous disons. Hein, il ne faut pas mélanger le côté racial parce qu'on n'est plus dans le problème racial. On est dans un problème qui concerne notre continent. Vous voyez, dans nos déclarations, faisons très attention. Voilà. Parce qu'on pourrait ne plus être
crédible si on se focalise sur la race noire. Non, la race noire a fini avec ça. On est libre. Toi, tu es libre, moi, je suis libre, nous sommes libres. C'est pas ça le problème, c'est notre continent qui n'est pas libre. Donc aujourd'hui, on va restaurer. N'empêche que la restauration est toujours d'actualité. Elle a commencé à l'origine, mais elle est toujours d'actualité. On ne va plus restaurer l'individu noir, on va restaurer le milieu d'où est partie la race noire. C'est pas la même chose. Je vous ai déjà parlé de la phrase de François Hollande. Elle porte un sourire, mais ça fait mal. Ça fait mal. Parce que comment voulez-vous qu'au XXIe siècle, un président dise « Ah, concernant le Mali ». Parce que le Mali, là, c'est toi qui vas organiser leurs élections. Pourquoi? Je serai intraitable sur le calendrier. Vous voyez, ça ne devrait plus arriver. Mais ça arrive pourtant. Surtout après 60 ans. Après 60 ans. Donc vous voyez, quand on parle de restaurer, c'est un peu ça aussi. Voilà. Le pays Mali, le pays Côte d'Ivoire, le pays Ghana, le pays Togo, parce que c'est tout cet ensemble qui forme l'Afrique. C'est ça qui doit être. Qu'on respecte chacun de nos pays. On ne demande rien d'autre que ça. Il faut que chaque pays soit respecté. Le CRI panafricain va aussi travailler, va militer à consolider, et ça j'y tiens, parce que ça fait partie des choses qui nous ont déversé dans les rues, hein. C'est ce qui nous a poussé à battre les pavés depuis. Le CRI panafricain doit militer pour consolider les bases institutionnelles et constitutionnelles de chaque État africain. Nkrumah le disait lui-même. Et voilà qu'on retrouve notre Nkrumah sur notre route. Nkrumah le disait, sans des bases nationales fortes, le panafricanisme ne serait jamais un objectif viable. Regardez comme c'est d'actualité. Qu'est-ce qui a été bafoué chez nous en Côte d'Ivoire? C'est notre constitution. Voilà. Voilà. Notre mouvement doit militer afin que les pays africains s'unissent pour mettre en place des institutions totalement indépendantes de l'Occident. L'Union africaine, c'est Union européenne bis sur notre continent. C'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'organismes indépendants qui vont vraiment protéger l'Afrique, qui soient totalement indépendants, mais qui puissent aussi aider l'Afrique dans le règlement des conflits et la défense des intérêts de chaque pays. Parce que c'est ce qui a manqué. On parle de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, là, c'est un président européen qui vient actionner la CEDEAO. Attendez, ne rêvons pas. Ne rêvons pas que la CEDEAO n'existe plus et qu'il y ait quelque chose qui s'engage dans le panafricanisme. C'est-à-dire qu'on veut être libre. Est-ce que c'est un crime que de vouloir être libre? Puisqu'on nous a toujours dit que chaque être humain a le droit à sa liberté. Est-ce un crime? C'est pas possible. Donc ce militantisme que nous sommes en train de faire doit s'activer pour que voilà, ces idées-là aboutissent. Il faut des institutions fortes dans nos pays. Il faut que des institutions soient mises en place pour défendre et militairement, économiquement le continent. Briser les chaînes coloniales. Je parlais de la métaphore. Voilà, les chaînes coloniales aujourd'hui, chaînes réseau, c'est quoi? France-Afrique, Commonwealth, francophonie, même la francophonie. C'est pas une bonne chose, parce que c'est une façon... Voilà, c'est une façon... Mais attends, on parle tous la même langue, mais c'est une façon de nous avoir comme ça. Voilà, on peut être libre. C'est un espace linguistique, ça on le comprend. Mais c'est que le problème, c'est que derrière, voilà, c'est encore, voilà. Parce que ces trucs-là, comment ça se passe? Comment ça se passe? Puisqu'on parle de réseau, justement, si les réseaux étaient simples, si les réseaux étaient clairs, ça se passe, merci. Si les réseaux étaient aussi simples, mais c'est des réseaux d'amis qui essaient de fonctionner pour leurs intérêts. Donc, quelquefois, tout va ensemble, ça se mélange et
au bout du compte, le peuple n'est pas protégé, le peuple n'est pas... On dirait que c'est pour eux seulement. Vous voyez? Hein? Non, j'en reviens. Vous voyez? Donc, il faut rompre avec ces réseaux-là. Moi, je pense que tant que l'Afrique va exister pour faire partie de réseaux comme ça, les chaînes restent là. Est-ce qu'en Chine, il y a des réseaux comme ça? Non. Est-ce qu'au Brésil, le Brésil connaît ces gens des réseaux? Non. Mais pourquoi en Afrique, ça continue d'exister? Vous voyez que c'est ça qui force nos relations avec les puissances coloniales. S'il n'y avait pas tous ces réseaux, si les pays étaient libres, indépendants, si chacun allait vers qui il voulait, on aurait beaucoup de respect pour la France, pour l'Angleterre, parce qu'eux aussi ont du respect pour nous. Mais comment se fait-il que c'est seulement sur le continent africain qu'on assiste à ce genre de choses? Donc, il faut rompre avec ces réseaux qui ne nous arrangent pas. Et puis, tant que nous, on aura conscience que ces réseaux ne nous arrangent pas, on sera dans la même situation. Il n'y aura pas de respect entre nous. Parce que nous, on sait qu'on ne nous respecte pas. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut rompre avec tous les réseaux. Et puis, on doit se demander, la question, elle est là. Il faut mettre fin à la même mise occidentale aussi sur les richesses. Moi, j'ai un document, je vais lire à Raphaël. Les gars, il y a des choses qui ont été faites. Depuis la colonisation, pour être comme au pays, depuis la colonisation, notre président a signé un truc bizarre. Non, je dis, ce qui s'est passé chez nous montre que nous, notre devoir aujourd'hui, c'est éduquer les masses à la politique idéologique plutôt qu'à la politique ethnique. Sans l'appui sur les ethnies, on n'aurait pas connu ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire. Donc il faut une vraie démocratie. Il faut que la vraie démocratie s'installe dans nos pays. Voilà. Voilà. Et puis, je disais tout à l'heure, mettre fin à la mainmise occidentale sur les richesses de l'Afrique pour lui permettre de peser de tout son poids dans les échanges commerciaux. Je vais vous lire quelque chose. Les accords de défense, à l'article 4 de ces accords de défense, liés à la Côte d'Ivoire à la France, il est stipulé que les productions minières, minéralières et agricoles de Côte d'Ivoire sont copropriétés de son partenaire français qui doit en avoir l'exclusivité pour ses industries et en fixer les prix. Mes frères, chers camarades, que pouvons-nous faire aujourd'hui au cri panafricain pour que enfin, je dis bien enfin, ce panafricanisme qui existe depuis 250 ans puisse voir son aboutissement? Quand vous analysez tout ce que vous avez analysé, il y a un fait. Le panafricanisme a été animé par des réseaux d'intellectuels, par des réseaux de politique, mais ça ne reste que des réseaux. Le peuple africain n'a jamais été associé au panafricanisme. Jamais. Il n'y a jamais eu de référendum en Afrique pour dire est-ce que vous voulez qu'on ait une politique, voilà, qu'on essaie d'harmoniser nos politiques. Jamais. Ici en Europe, quand il a été question de construire l'Europe, chaque pays a été consulté. Mais en Afrique, le peuple n'existe pas. Et comme tout se décide en réseau, mais les réseaux ne font que ce qui les intéresse. Vous comprenez que tant que l'Afrique oublie le peuple africain, rien ne pourra aboutir. Est-ce nous qui allons changer la donne? Alors si nous devons changer la donne, il faudrait que nous nous attelions désormais à penser à comment éduquer les masses pour que ce qui nous a tant manqué vienne du peuple. L'aboutissement de ce que nous faisons, il faut que les peuples désormais soient impliqués dans cette démarche que nous recherchons. Le panafricanisme du XXIe siècle doit être porté par le peuple d'Afrique et son aboutissement devra émaner du peuple d'Afrique. En conclusion, plus de 250 ans après le début du mouvement d'émancipation de la race noire et de l'Afrique, les injustices faites à l'homme noir ont peu à peu disparu et les pays d'Afrique sont tous indépendants.
Ça, on ne peut pas le nier. Indépendance de fait. Et pourtant, l'Afrique continue de subir la domination économique et politique des puissances étrangères, ce qui montre qu'elles n'ont réellement jamais cessé de la contrôler. Pour se libérer du joug de la puissance coloniale, les pays africains n'ont d'autre choix que de s'unir. Peut-être pas une union dans le sens prôné par les progressistes, mais ils doivent essayer de se doter d'institutions fortes, indépendantes de l'Occident. Les institutions doivent être indépendantes de l'Occident, capables de les aider dans la défense de leurs intérêts et le règlement des conflits. Ils doivent aussi s'unir pour harmoniser les politiques nationales afin qu'aucun pays ne se fasse complice de la mainmise de l'Occident sur le continent. Le panafricanisme du XXIe siècle ne peut se résoudre à être un mouvement de réseaux, de politiques ou d'intellectuels, ou même un réseau de résistants. Ça n'aurait aucun sens. Le panafricanisme doit être un mouvement du peuple, car seul le peuple pourra lui insuffler la force nécessaire à son aboutissement. Bravo! 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 Qui, en Afrique, à aucun moment, les nations ont été consultées pour la création de cette institution. Il faudra que nous demandions à nos États de nous redonner la parole. C'est tout. Et ça doit être aussi un élément de notre combat. Qu'on nous redonne la parole. Et puis ça aussi, il va falloir mener des actions, puisque c'est l'équipe panafricaine, toute l'Afrique, activer les mouvements panafricains, les différents pays. C'est une chose, un combat que nous devons mener ensemble.